La conférence climatique internationale ne peut pas se permettre d'être un nouvel échec. L'enjeu, maintenir le niveau du réchauffement climatique en dessous de 2 degrés. L'objectif, l'adoption d'un premier accord signé par les 194 pays concernés. Paris, décembre 2015, le rendez-vous est pris. Chaque seconde, la France produit 28 tonnes de déchets et plus de 50% d'entre eux ne connaissent pas de seconde vie. Pourtant, le recyclage est un réel enjeu économique. Le secteur emploie déjà plus de 100 000 personnes. Dans la capitale, des actions émergent afin de réduire notre part de gâchis et promouvoir le recyclage. Fini les discours pessimistes, les efforts à fournir ne sont plus synonymes de fardeau. C'est ce message que Laure veut transmettre. Jeune militante, elle s'investit dans le Warn pour sensibiliser aux enjeux climatiques. We are ready now, c'est le slogan de ce collectif de jeunes. On ne veut plus donner un message culpabilisateur par rapport à l'environnement. On veut vraiment montrer qu'on peut être un acteur du changement, un changement positif, et arrêter de parler de banquises qui fondent ou d'orang-outans Indonésie. Enfin, c'est très important, la biodiversité, mais on veut aussi ramener le climat à une échelle individuelle, quotidienne, concrète, et en montrant que en fait, le réchauffement climatique, ça a un lien extrêmement fort avec notre vie quotidienne et à tous. Mon engagement, il a commencé il y a presque une dizaine d'années maintenant, quand j'ai découvert notamment le film de Marie-Monique Romain, Le Monde selon Monsanto. Donc de là, j'ai commencé par changer ma consommation en fait, alimentaire. Donc j'ai arrêté de manger de la viande, ou alors je mange de la viande qui est produite par de tout petits producteurs qui n'utilisent aucun produit chimique, etc. Donc déjà, et pareil pour le poisson, pareil pour le reste. Donc je suis devenue végétarienne en fait en ville, et de temps en temps à la campagne, ça peut m'arriver de manger de la viande. Et pour toi, c'est important de favoriser donc, les producteurs locaux? C'est hyper important. En fait, moi je suis ingénieur forestier à l'origine. Je suis ingénieur forestier spécialisé en tropical. Et du coup, tout l'impact de la viande, etc., je l'ai vu sur les forêts. J'ai vu les forêts se faire massacrer, j'ai vu tout ça, tu vois. Quand je parle des orang-outans pas importants en Indonésie, enfin l'Indonésie, j'ai vécu plus d'1 an. En fait, je connais très bien le problème, hein, et c'est hyper important. C'est juste que ça touche pas les gens. Mais en fait, oui, consommer local, c'est ce qui fait que derrière, tu donnes pas des sous à des multinationales, déjà, et puis surtout, t'impactes pas, tu ne participes pas à la déforestation massive des forêts du bassin africain, etc. Et puis, c'est tout bête, hein, mais quand tu achètes ta salade toute faite avec ton poulet, ton poulet vient du Brésil, il est fait aux hormones, il a jamais vu le jour. Il y a un moment où, pour l'environnement et aussi pour ma santé, en fait. Parce que moi, j'ai envie d'être en bonne santé. Il n'y a que l'alimentation. Ce que tu manges, c'est ce que tu es. Donc l'alimentation, c'est ce qui compte. Et ce n'est pas François Pasteau qui dira le contraire. Dans son restaurant du 6e arrondissement, le chef de l'Épi du Pain a imposé une politique zéro déchet. La preuve qu'il est possible de proposer une cuisine gastronomique et durable. On ne devient pas durable d'un matin à un matin, on se réveille, on ne se dit pas tiens, je vais durable, c'est une bonne idée. Non, c'est pas du tout ça. Non, je crois que ça fait partie d'une philosophie de vie. En fait, on est durable à la maison et forcément, dans son entreprise, on se pose les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses. En fait. Alors, je vais prendre un exemple très concret. Par exemple, le poisson. Souvent, on utilise la belle partie du poisson, c'est-à-dire le filet, et tout le reste, qu'on appelle le flanc, on le met à la poubelle. Mais moi ici, pas du tout, j'utilise le poisson de A à Z, c'est-à-dire qu'avec la peau, je vais m'amuser à faire des tuiles de poisson, donc je vais les faire sécher au four et ça va devenir des tuiles croustillantes. Avec les flancs du poisson, donc ces parties du poisson qui ne sont pas très jolies, je vais en faire un amuse-bouche, je vais l'agrémenter avec des aromates, des noisettes, etc., etc. Et puis je vais les servir en amuse-bouche. Et les arêtes vont me servir à faire un fumet de poisson. Et bon poisson, là-dedans. Alors les biodéchets, ça consiste tout simplement à récupérer tout ce qui est produits alimentaires que nous ne pouvons pas utiliser, c'est-à-dire les épluchures, les parures de viande, les retours d'assiettes clients, même s'il n'y en a pas beaucoup, mais quand même ça passe dans les biodéchets. Et tout ça est donc mis dans une poubelle, c'est très simple à faire. Avec l'équipe, j'ai eu aucun problème, c'est tellement naturel de jeter dans une poubelle spéciale tout ce qui est biodégradable. François Pasteau ne s'arrête pas là. 2 fois par semaine, il profite de ses courses à Rungis pour déposer ses cartons et autres emballages au centre de tri du plus grand marché du monde.
Atelier récupération du bois de palette à l'Établisienne, près de Nation. Le do-it-yourself est un type de recyclage en soi. Ici, rien ne se perd, tout se transforme. Je fabrique une étagère pour mettre des magazines, mais bon, je l'ai fait un peu trop haut, donc je vais recouper mes tasseaux pour diminuer la hauteur. Et le recyclage, ça m'intéresse dans le sens où on doit s'adapter à ce qu'on trouve pour fabriquer les objets, donc c'est intéressant de faire dans l'autre sens, de s'adapter à la matière et d'essayer de faire quelque chose avec ça et pas à l'inverse. Voilà. Alors, l'Établisienne, il y a vraiment 3 activités distinctes. Il y a une activité de dépôt-vente et vente pour récupérer, redonner une deuxième vie aux meubles. Ensuite, je loue aussi de l'espace et des outils pour justement venir ou retaper, ou fabriquer de A à Z, ou faire ce qu'on veut. Chacun fait ce qu'il veut, loue des espaces et des outils. Et puis la 3e activité, c'est l'organisation de cours et stages, parce que souvent on a envie de faire, mais on ne sait pas forcément par quoi commencer, on ne sait pas forcément se servir d'un outil, ou on a envie de découvrir un nouveau matériau ou une nouvelle technique. Ceci. Tac. Et ce sera un porte-bouteille. Parce qu'on est menuisier et alcoolique aussi. Vous venez souvent ici ? Moins souvent qu'avant, mais le plus régulièrement possible. Ouais, dès que j'ai quelque chose à fabriquer, je viens par ici. C'est quand même vachement plus gratifiant quand même de se servir de ses mains. Après, c'est mon avis, hein. Il y a des gens qui préfèrent tout acheter, mais c'est quand même plus gratifiant de se servir de ses mains que tout acheter tout le temps. Parce que c'est pas forcément moins cher. Hein. Ça dépend quel matériau vous prenez, mais... C'est même carrément plus cher. Toutes les chutes de bois inutilisées peuvent être récupérées par des étudiants ou des bricoleurs du dimanche, gratuitement, une fois par mois. Là, je viens juste d'aménager dans une nouvelle colocation. Donc ce que j'ai fait, c'est que plutôt que d'acheter un matelas neuf, j'en ai récupéré un dans mon ancienne maison à Toulouse. Je récupère des meubles d'amis, je suis allée sur Le Bon Coin pour acheter des tables, pareil, récupérées. Donc l'objectif, c'est vraiment ça, c'est de ne pas acheter du neuf et de faire avec tout ce qui existe déjà. C'est aussi quelque chose qu'il faut encourager dans l'éducation des enfants, de recycler, de réutiliser. Il y a 1000 innovations à faire et c'est aussi d'ailleurs des sources d'emploi importantes. Vous pouvez tout à fait développer des filières de recyclage, de réutilisation, de gestion des déchets. Et en fait, on appelle ça vraiment c'est de l'or qu'on a entre les mains et qu'on jette à la poubelle pour détruire l'environnement. Donc il faut pouvoir travailler dessus. Et ça peut se faire à l'échelon local, très local. Ça peut être individuel, ça peut être une entreprise, ça peut être la ville ou la région qui finance ça. Il n'y a pas besoin d'attendre que Obama et Angela Merkel se mettent d'accord pour avancer. Le recyclage ne se fait pas toujours par choix, mais par nécessité, comme à la Petite Roquette, une ressourcerie à prix cassé. Quotidiennement, on a des gens qui arrivent avec des choses à nous donner. Et ensuite, pour vous donner à peu près une idée du volume, les plus grosses journées, un samedi par exemple, samedi passé, on a collecté 1,5 tonne au total d'objets. Comment vous avez décidé de venir donner à la Petite Roquette ? Je suis déjà venu quelques fois, je connais le lieu depuis quelques semaines et c'est ma petite amie et moi en fait, on avait des habits dont on ne savait pas plus trop quoi faire, donc on s'est dit que c'était pas plus mal de l'amener ici que d'essayer de les revendre ou de les jeter quoi. Du coup, les objets qui sont collectés en haut descendent jusqu'au sous-sol par le monte-charge. Ils sont déjà triés par catégorie. Et on amène les objets de chaque catégorie vers le point où ils sont triés, réparés éventuellement et ensuite réorientés vers la boutique en haut. On est aidé par la ville de Paris, on est aidé par la région Île-de-France, on est aidé par des fondations privées, on est aidé aussi par les grands groupes comme le SICTOM, comme l'ADEME qui travaillent sur l'environnement. Donc on a quand même pas mal d'aides. Aujourd'hui, on est à 58% d'autofinancement. Nous, on vise les 70%.
parce qu'on a envie aussi d'être autonome et de montrer que le recyclage, ça peut marcher. Donc on est aujourd'hui 17 salariés, donc c'est beaucoup, puisqu'il y a 3 ans on a commencé, nous étions que 3. Donc ça prouve aussi que ça crée de l'emploi, qu'on crée des nouveaux métiers verts, qui n'existaient pas avant. Le métier de ressourcerie n'existait pas avant. Donc voilà, je pense que la santé de la petite requête va bien. Juste une chose à dire que les pouvoirs publics, les administrations publiques en tout cas, devront toujours aider à une certaine hauteur les ressourceries qui, à mon avis, font un travail de gestion de déchets qui est donc propre à la ville et que je pense que la ville ne peut pas laisser tomber complètement les ressourceries et donc il y aura toujours 30% qui seront assumés par les pouvoirs publics. Nous retrouvons Laure à la recyclerie. Ce restaurant a élu domicile dans une ancienne gare, porte de Clignancourt. C'est le repère écologique de la capitale. Laure vient présenter le partenariat entre le Warn et la recyclerie. Le but, informer et sensibiliser le grand public en vue de la COP21. Cette année, l'objectif du Warn, ce n'est pas seulement de créer une COI, une conférence des jeunes, autour des négociations et de la sensibilisation aux négociations politiques, mais créer un événement avec des milliers, donc 10 000 jeunes, c'est l'objectif, avec un rassemblement à la fois artistique, ludique, où on crée du lien et on insuffle un changement, on parle de solutions, on fait un recensement et on met en place des solutions positives voilà, pour lutter contre le dérèglement climatique. On a chaque semaine une vingtaine de programmes qui se passent ici, sur la mezzanine, sur les quais, sur la terrasse, dans la salle des pas perdus, pour transmettre et sensibiliser vraiment aux valeurs qui nous sont chères, qui sont une éco-responsabilité en général et une valorisation du recyclage, de la réparation, de la consommation collaborative. Il y a des ateliers de bricolage, de réparation de vélos, d'upcycling, des cours de couture, des ateliers do-it-yourself pour fabriquer des bijoux et des accessoires. On est un peu condamné à réussir, parce qu'il faut absolument réussir et ne pas tarder. Mais quand on regarde un peu sous les radars des préoccupations des hommes politiques, on se rend compte que vraiment la société est vivante de plein d'alternatives. Il y a des filières qui se créent comme ça, un peu innovantes, de bon sens, et qui prennent petit à petit pied dans l'opinion. Et ça, c'est fabuleux à voir.